Monsieur le ministre, Radio Congo 61 ans ce 25 mai 2021. Alors, si vous étiez demandé de faire une lecture sur la création et l'évolution de Radio Congo, quelle serait votre lecture? Bon, la création de Radio Congo, vous l'avez dit, nous sommes dans une année impaire. L'année dernière, nous avons ensemble célébré les 60 ans de Radio Congo. Nous avons ensemble fait le bilan l'année dernière. Là, nous avons une sorte de rapport d'étape, puisque nous entrons depuis l'année dernière dans une nouvelle décennie de notre radio. Nous devons inscrire dans notre perspective, dans nos objectifs, la possibilité qu'au moment où nous fêterons les 70 ans, dans 9 ans maintenant, nous soyons en mesure de dire qu'entre les 60 ans et les 70 ans, les choses ont grandement évolué. Voilà notre objectif, c'est de nous assurer de la modernisation, de l'évolution et de l'amélioration aussi et surtout des conditions de travail qui sont les vôtres et qui sont actuellement assez difficiles. Radio Congo est passé de l'analogie au numérique. Alors, quelle est la politique du ministère au moment où Radio Congo bascule dans le numérique? Bon, vous avez des contraintes qui sont des contraintes objectives, qui sont celles des temps présents. Nous devons, au niveau de tous nos États à travers le monde, privilégier les technologies numériques, comme vous le savez. C'est un processus irréversible, une grande révolution technologique qui est en cours depuis plusieurs années à travers le monde. Et le Congo, dans ses différentes branches, télécommunications, audiovisuelles et tous les supports qui utilisent ces technologies-là, nous devons impérativement faire ce saut technologique vers le numérique. Donc c'est une obligation, comme disait un grand homme d'État français, c'est une ardente obligation. Maintenant, il y a au niveau macroéconomique de la part du gouvernement la mise en œuvre d'un programme de transformation digitale pour ce qui concerne les médias audiovisuels. Et ce programme est en cours. Comme vous le savez également, les contraintes financières sont extrêmement difficiles, elles sont très dures et nous espérons que malgré la dureté des temps, nous pourrons dans les prochains mois commencer à moderniser les instruments et les équipements qui sont les vôtres. Parce qu'on ne peut pas parler de numérique en ayant une sorte de déficit, de gap au niveau et de la fiabilité, voire même du fonctionnement tout court de vos équipements. Donc l'enjeu, il est à la fois global, il faut donc faire ce saut au niveau national. La télévision, la radio, ce sont des process qui sont en cours, notamment avec notre partenaire chinois StarTimes. Nous arrivons presque au port. Il y a encore quelques temps, nous étions au large. Si on fait une comparaison avec la marine, on dirait que nous étions en haute mer et là nous approchons du port. Donc les choses devraient pouvoir s'éclaircir dans les prochains mois. Depuis un certain temps, vous avez engagé une politique de réflexion centre émetteur au niveau de l'intérieur du pays. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui avec cette politique de faire que toute la République soit arrosée par la chaîne nationale Radio Congo? Bon, les émetteurs, comme vous le savez, sont des émetteurs qui, aujourd'hui, pour certains, ont vécu malheureusement leur temps. Le programme qui est mis en œuvre depuis mon arrivée à la tête du ministère de la Communication et des Médias a été d'assurer la continuité du service. Et là où il y avait rupture du service, de trouver les voies et moyens d'acquisition et d'installation des émetteurs. Nous sommes là, je n'ai pas la dernière actualité, mais nous venons de recevoir, là je vous informe, des émetteurs à installer dans les quelques endroits stratégiques qui permettront la prise en compte et la perpétuation, la diffusion du relais de Radio Congo à travers le pays. Je crois qu'on a reçu, il y a juste avant les échéances présidentielles d'ailleurs, 2 émetteurs, je crois, un pour Pointe-Noire et un pour Brazzaville, et je crois même un 3e pour la partie septentrionale, mais je vous donnerai, si possible, de plus amples détails sur le lieu de localisation et d'installation de ces émetteurs quand ils seront installés. Vous serez de toute façon, en tant que média premier intéressé, convié aux cérémonies d'installation et de mise en route de ces émetteurs. Donc c'est une politique constante, mais attention, il ne faut pas confondre cette politique qui n'est qu'en réalité une forme d'entretien de ce qui existe, puisque le but, c'est pas de mettre des émetteurs analogiques alors que nous sommes en plein saut technologique vers le numérique.
Le but, c'est que pendant que nous sommes en train d'implémenter le numérique, il faut bien que vous fonctionniez. Et donc, il faut que ce qui existe soit de bonne qualité et vous permette d'exercer votre mission de service public, qui est d'assurer sur le territoire national dans sa complétude, d'assurer vos émissions soient suivies par nos auditeurs, par nos compatriotes. Donc c'est, comme qui dirait, une étape intermédiaire, une étape de transition, mais comme on ne peut pas rester comme ça et attendre que tout se dégrade en nous disant nous sommes dans le désert et regardons là-bas, il y a l'oasis du numérique, entre-temps, comme on dit, vous mourriez d'inactivité, peut-être même de faim, au sens que si vous n'avez pas d'activité, c'est que vous n'avez pas de chiffre d'affaires, et si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de ressources. Donc on ne peut pas, un État responsable est obligé d'assurer cette transition jusqu'à ce que nous ayons ce passage, cette transformation digitale. Monsieur le ministre, Radio Congo, tout comme Télé Congo, sa voisine, évolue aujourd'hui dans un environnement concurrentiel. Alors, quelle est la politique que vous entendez mener pour que Radio Congo garde sa place de la chaîne mère? Alors, il y a deux dimensions. On vient de voir que sans des équipements modernes, et je sais que vraiment pour vous, c'est une question centrale, parce que le quotidien, c'est de pouvoir utiliser des intrants qui fonctionnent. Je vois même, vos auditeurs ne le verront pas, puisque c'est une émission radiodiffusée, je vois même vos équipements, ici, là, sous mes yeux, qui nécessitent une amélioration pour que vous puissiez faire votre travail de manière optimale. Et ce sont quoi? Ce sont parfois même des cartes mémoire, des choses aussi simples que cela. Ça, nous devons nous assurer du renouvellement des intrants, donc de tout ce dont vous avez besoin pour faire votre travail, et de l'amélioration, de la modernisation des équipements eux-mêmes, qui eux, de toute façon, sont déjà numérisés. Mais encore faut-il qu'ils soient renouvelés pour ne pas être obsolètes et ne pas vous permettre de faire votre travail. Ça, c'est donc une politique particulière. Mais pour que cette politique, vous avez parlé d'univers concurrentiel, pour que cette politique vous permette de garder votre rôle central en tant que média d'État, média public, nous devons accompagner cela d'une réforme de la gouvernance. Et celle-là est en cours. Par exemple, pour la télévision, nous avons un projet de loi qui va faire de Télé Congo une structure indépendante du cabinet du ministre de la communication et des médias. Ce projet de loi va transformer Télé Congo en société, en entreprise. Alors, le tout étant de déterminer si nous nous orientons vers un établissement public à caractère industriel et commercial ou vers une société, une entreprise publique. Ça, ce sont des petits réglages juridiques que nous sommes en train d'évaluer avec le ministère du portefeuille. La même évolution doit être faite pour les autres médias d'État. Alors là-dessus, je n'ai pas encore, en tant que ministre de tutelle, complètement fait ma religion sur la question, mais nous avons plusieurs formules. Soit nous nous dirigeons vers une grande holding qui engloberait tous les médias d'État, qui serait chacun la filiale de la holding, soit nous nous orientons vers la création de plusieurs établissements publics sur le modèle du navire amiral, comme je l'appelle souvent, Télé Congo, et avec des navires qui accompagneraient. Alors l'avantage de tout cela, c'est que non seulement l'État, s'il en a les moyens, et nous tâcherons de convaincre le gouvernement et notre hiérarchie pour cela, l'État va capitaliser, c'est-à-dire va trouver des ressources pour que vous deveniez des entreprises, parce qu'on ne peut pas se transformer en établissement ou en entreprise publique sans un accompagnement financier en termes de ressources, une dotation initiale et éventuellement des subventions en cours de route. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous fonctionnez quasiment en autarcie financière. Vous fonctionnez sur vos maigres ressources, celles qui sont tirées de l'exploitation de votre antenne. Les communiqués, les reportages, ceci ou cela. Donc ça, il faut que ça cesse. Et c'est pour ça que la grande évolution, c'est la gouvernance qu'on doit faire évoluer. Mais comme je vous l'ai dit, les grandes annonces se feront dans les prochains mois. Et pourquoi pas revenir sur vos antennes pour expliciter tout cela. Mais ce sont les deux grands axes. L'amélioration des équipements. On a des partenariats, des coopérations avec un certain nombre de pays partenaires et de structures partenaires. Et puis, la modification de la gouvernance des médias publics, dont Radio Congo. Ce sont vraiment les deux grandes priorités pour moi de mon action qui a démarré depuis quelques jours, depuis la formation de l'équipe gouvernementale. Je vous assure et je rassure les salariés, cette politique
connaîtra ses premiers effets d'ici quelques mois. L'un des grands soucis à Radio Congo, c'est les correspondants. Radio Congo aujourd'hui, la plupart des correspondants sont retraités. D'autres ont été envoyés, ça fait pas longtemps, en décembre dernier, mais il y a d'autres départements qui manquent encore de correspondants. Absolument. Ce souci a fait l'objet d'une alerte à mon niveau par d'abord vos syndicats, les syndicats des agents des médias, notamment les médias publics. J'ai rencontré vos syndicalistes et leur ai expliqué que nous allions en concertation, bien entendu, avec les managements, les différents directeurs généraux, pallier cette difficulté que vous rencontrez aujourd'hui et renforcer donc le nombre de correspondants locaux. Mais encore une fois, il faut comprendre que concrètement, il va falloir qu'on nomme des gens. Donc c'est des gens qui doivent aller in situ, sur place, donc avec tout un accompagnement. Quelqu'un qui habite à Brazzaville ou ailleurs dans le pays qui doit aller dans un autre département, il faut bien qu'il s'installe là-bas. Il faut éventuellement, il vient avec sa famille, il ne vient pas tout seul. Sinon, ça serait un peu une forme d'exil, une punition. Donc tout ça, ce sont des conditions matérielles et logistiques sur lesquelles nous réfléchissons pour finaliser effectivement la nomination de vos correspondants. C'est un phénomène qui n'est pas propre à Radio Congo. J'ai été aussi alerté pour l'Agence congolaise d'information qui rencontre le même souci. On va essayer de voir comment gérer cette synergie. Peut-être qu'on peut, pour une certaine économie des moyens, favoriser l'arrivée de correspondants qui pourraient cumuler, faire à la fois de l'ACI et du Radio Congo. Vous voyez bien que même les grands médias dans le monde font cette synergie. Par exemple, vous avez dans la plupart des pays africains le correspondant de Radio France Internationale, peut-être au même moment le correspondant de France 24, de l'agence France Presse, etc. Ce qui fait qu'un individu, il va y gagner parce que, ayant 2 ou 3 employeurs, ça va certainement augmenter la consistance de sa paye. C'est déjà donc une bonne idée. 2, compte tenu parfois de l'activité qui n'est pas toujours fournie, ça lui permet d'être toujours sur le pont, puisque chacun de ces médias a une cible ou un type de reportage qui n'est pas forcément le même que son voisin. Ce que demandera l'agence France Presse, c'est pas la même chose que RFI et ça sera pas la même chose que France 24. De même, dans notre cas, ce que produirait le correspondant de l'ACI ne serait pas forcément le même type d'actualité que le correspondant local de Radio Congo. Donc nous réfléchissons à tout cela. C'est un problème global. C'est un problème qui est, vous l'avez bien rappelé, qui est consécutif quand même au vieillissement des cadres. C'est que si des postes sont pas pourvus parce que les gens sont à la retraite, c'est bien, ça veut dire ce que ça veut dire, nous le comprenons. Donc là également, je vous rassure, nous allons dans les prochains mois prendre des initiatives. Il est vrai qu'on a peut-être donné l'impression d'une certaine léthargie, d'une certaine, on va pas dire paralysie, mais bon, comme vous le savez, les 2 années qui viennent de s'écouler et celles en cours, donc 2020-2021, sont des années particulièrement difficiles. D'abord sur le plan économique et financier, je ne reviens pas dessus. Ensuite avec la pandémie qui a totalement paralysé l'activité et même dans le déconfinement que nous vivons aujourd'hui, une activité qui est très réduite. Donc l'État avait, compte tenu de tous ces paramètres, malheureusement d'autres chats à fouetter. Et nous avons aujourd'hui l'occasion, parce que nous pensons que pour poursuivre la marche vers le développement, comme le souhaite le président de la République, nous devons faire preuve d'imagination et trouver des réponses originales, des réponses peut-être décalées par rapport à la façon dont nous n'avons pas pleinement géré les choses au cours de ces 2 ans qui viennent de s'écouler. Donc je voudrais rassurer vos agents et puis les auditeurs à travers vous sur le fait que nous prendrons des initiatives, comme je l'ai dit, sur les différents points. On a parlé de la gouvernance, on a parlé de la modernisation des équipements, et là nous parlons des ressources humaines et de la gestion des ressources humaines. Nous prendrons des initiatives. Je crois que vous avez déjà tout englobé dans ce que vous venez de dire. Et monsieur le ministre, l'une des préoccupations majeures aussi à Radio Congo, vous avez dit, vous avez parlé de la gouvernance, c'est le problème du vieillissement des cadres, et la maison aujourd'hui est presque tenue à 90% par nos amis pigistes. Je crois que vous avez commencé depuis un certain temps à vous occuper personnellement du processus d'intégration de ces jeunes gens dans la fonction publique
Alors où en sommes aujourd'hui avec ce processus d'intégration de nos amis pigistes qui tiennent vraiment énormément la maison Radio Congo? Bon, d'abord, c'est un phénomène que j'ai trouvé dans l'escarcelle administrative qui m'a été transmise en 2015. Il faut donc rappeler que c'est dans la continuité de l'État. Nous gérons cette importante question humaine et sociale. À titre personnel, et je le répète parce que c'est la réalité, depuis 5 ans et demi, je n'ai à titre personnel recruté ou laissé recruter aucune personne ayant le statut de contractuel pigiste. Je considérais, et je considère toujours, qu'on ne va pas rajouter un problème à un problème déjà existant. Donc, depuis 2015 et mon entrée en fonction dans ce ministère, jusqu'à présent, aucun de vos organes, Télé Congo, Radio Congo, ACI, Nouvelle République, Imprimerie Nationale et Radio Brazzaville et tout ce qui existe comme média public ne connaît absolument aucun ajout, aucun agent, aucune personne que le ministre aurait fait recruter au titre de pigiste. Il nous faut d'abord régler le problème existant, régler le problème de ces centaines de personnes qui aujourd'hui, pour certaines, sont même arrivées presque au seuil de la retraite sans avoir été embauchées. Et puis, tous ces pigistes, je n'aime pas beaucoup le terme, mais c'est le terme connu, tous ces pigistes qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, font tourner la maison, ou les maisons, télé, radio, etc. Il faut qu'on trouve des solutions. Alors, il s'avère que l'État a, malgré les difficultés, fait le nécessaire pour que un processus de recrutement à la demande du président de la République et du Premier ministre soit engagé. Ce processus a fait que dans une première fournée l'année dernière, sur le budget, la loi de finances 2019, mais avec des effets sur 2020, nous ayons procédé à l'identification, la sélection d'à peu près 75 des agents dits pigistes pour leur intégration. Ces dossiers sont en cours de gestion par les ministères compétents, ministère de la fonction publique et ministère des Finances. Je reçois de manière régulière, dans mes parapheurs, des décrets ou arrêtés, selon les cas, qui intègrent les agents qui avaient été au préalable identifiés par vos services, c'est-à-dire vos hiérarchies respectives, télé, radio, etc. Et ce processus est en cours. J'ai été interrogé à l'Assemblée nationale il y a quelques mois et on en était pour les 75 dont nous parlons à 52 personnes d'ores et déjà intégrées parmi les dossiers qui avaient été identifiés et sélectionnés au niveau de chaque organe de presse. J'avais même appelé l'attention des managers pour qu'ils me tiennent au courant de l'effectivité de cette intégration et surtout, j'avais fait une circulaire interdisant à qui que ce soit de recruter de nouveaux pigistes le temps que nous réglions la situation de la masse existante. Maintenant, donc, budget 2021 est exécuté à partir de maintenant, eh bien, le processus de sélection est en cours. Là, je crois que les choses sont vérifiables. Nous avons, si ma mémoire est bonne, à peu près une centaine, on va dire, de cas. Enfin, vraiment, le chiffre est approximatif, mais on en a eu, je crois, un peu plus que l'exercice précédent. Et là également, nous effectuons le processus de recrutement selon des critères fondés sur la transparence, sur des choix qui sont objectifs, parce qu'il faut quand même savoir que malheureusement, quelqu'un d'un peu trop âgé, son dossier ne serait pas traité au niveau de la fonction publique. Il faut qu'on soit transparent. Je crois que la limite fatidique, hélas, est fixée à 45 ans. C'est-à-dire qu'on ne va pas embaucher quelqu'un qui a 45 ans et plus dans la fonction publique. Combien d'années il va cotiser? Donc en fait, ce ne sont pas des critères fixés par moi, ni par le ministère. Ce sont des critères objectifs liés à l'application du statut général de la fonction publique. Donc ça, c'est un critère. Deuxième critère, bien entendu, il y a le critère de l'ancienneté. Âge égal ou à situation comparable. Je crois que vos managers doivent faire preuve de justice et d'équité en choisissant le plus ancien. Troisième critère, c'est quand même l'effectivité de la présence. Malheureusement, parmi les pigistes, certains se sont découragés peut-être, sont allés peut-être, et normalement, c'est logique, pour vivre, il faut bien qu'ils vivent, peut-être dans d'autres structures hors du secteur de la communication et des médias. Mais hélas, comme on dit, si on n'est pas là, c'est les absents qui ont tort.
Et quelqu'un qui n'est plus effectivement présent dans les effectifs ne serait pas, par définition, pris en compte là où il y a les autres pigistes qui, eux, sont présents, sont motivés et sont au travail. Donc voilà, tout ça, ce sont des critères comme ça qui montrent que nous essayons, parce que le nombre de postes proposés est une goutte d'eau par rapport aux besoins. Mais il vaut mieux que nous ayons cela parce que le gouvernement a décidé de le faire, pas seulement pour le secteur de la communication, ça concerne ce que nous appelons au niveau du gouvernement des secteurs sociaux. C'est le ministère de la communication, la culture, c'est l'enseignement, la santé, le sport et les loisirs. Donc tous ces secteurs étant considérés comme des secteurs à vocation sociale et couvrant des activités essentielles pour nos populations, ont fait l'objet donc, de cette volonté politique du gouvernement à l'époque du Premier ministre Clément Mwamba pour aller dans ce processus de recrutement et d'intégration des pigistes. Donc je tiens à ce que ce processus soit pérenne. Je le répète, je n'ai pas créé quelques pigistes que ce soit. J'aurais trouvé irresponsable de le faire. En 5 ans et demi, il n'y en a pas de mon fait, mais continuité de l'État. Je gère ce qui a existé et qui existe et que tout gouvernement responsable et tout ministre humain se doit de résoudre, tout simplement. Monsieur le ministre, les professionnels de l'information et de la communication revendiquent depuis longtemps leur statut particulier et on nous a appris que les choses étaient déjà tellement avancées, mais où en êtes-vous avec ce dossier? Bon, là également, je vais être très précis et très clair avec vous. J'ai trouvé ce dossier effectivement sur ma table, qui avait été initié à l'époque du ministre Okiemi. Ce dossier, il faut le comprendre de la manière suivante. Il y a un statut général de la fonction publique. Ce statut général fixe les conditions juridiques d'accès aux grades, d'accès aux différents corps de la fonction publique et fixe les droits et obligations de chaque agent public et fonctionnaire. Les statuts particuliers, pour qu'ils soient considérés comme nécessaires, doivent répondre à l'idée qu'il existe des particularités tellement importantes qu'elles justifient ces particularités, l'octroi d'un statut qui déroge, donc qui vient comme être une situation différente du statut général, parce qu'on observerait qu'il y a des critères tellement spécifiques à tel corps de métier, à tel secteur de l'État, qu'on doive accorder aux agents qui y évoluent un statut particulier. Donc on n'octroie pas un statut particulier parce qu'un corps estime qu'il doit en avoir un. Donc dans ce cas-là, chaque corps de métier dans la fonction publique pourrait dire « mais j'ai besoin d'un statut particulier ». À ce moment-là, il n'y aurait plus de statut général. Donc la première étape doit être, pour nous, qui sommes porteurs du dossier pour vous, d'expliquer aux différents partenaires que sont le ministère de la fonction publique lui-même, que ce soit le ministère des Finances et plus globalement le gouvernement, d'expliquer la nécessité d'aller vers un statut particulier parce qu'il y a effectivement des spécialisations en termes de fonctions de poste, qu'il y a des particularités dans les conditions de travail et dans l'exécution de votre mission qui sont telles que cela justifie l'octroi d'un statut particulier qui déroge au droit commun. Et donc, cette étape pédagogique est la première étape que nous devons franchir. C'est pour ça que, depuis des années, le dialogue se fait entre, d'un côté, le secteur de la communication, le ministre, les syndicats d'un côté, vos syndicats, et de l'autre, le reste du gouvernement et de l'État, pour convaincre l'État de la nécessité de ce statut particulier. Les choses ont assez avancé, donc cette méthode qui consiste à demander aux professionnels eux-mêmes d'apporter de l'eau au moulin du gouvernement ou du ministre de la Communication aujourd'hui pour que lui soit renforcé, pour qu'il convainque le reste de l'État, c'est la méthode que nous avons choisie puisque nous avons étroitement associé les différents syndicats, FETRACEIC et les autres, dans la définition du caractère légitime de votre demande de statut particulier. C'est une étape préalable. Et ensuite, nous rentrerons dans le détail technique, juridique, des conditions de ce statut particulier. Mais c'est en bonne voie. Ça, je vous le confirme. C'est en bonne voie. J'en fais là également un élément important de l'action que je dois mener dans le nouveau gouvernement. Après votre exposé, nous gardons espoir, mais il y a des urgences à résoudre maintenant. Radio Congo peine
à réaliser des reportages. Vous n'avez pas de moyens logistiques. Oui, il y a un problème de bus, par exemple. Je me suis laissé dire par le directeur général qu'il était en cours de réhabilitation de votre moyen roulant. Je crois qu'il y a des réglages définitifs qui devraient pouvoir se mettre en place. Je ne rentre pas dans les détails techniques, je ne suis pas mécanicien, mais il me semble qu'on en est au stade où le véhicule retapé, il y a peut-être un problème de roue, un problème de ce genre-là, mais je crois qu'on arrive là également au bout parce que c'est important. Moi, à titre personnel, dès mon arrivée au gouvernement, j'avais sollicité le parc auto et en leur demandant de mettre à disposition, quitte à ce que ce soit une forme de prêt, des médias publics, radio, télé, des moyens roulants du type bus. Manifestement, ma demande n'a pas rencontré l'assentiment, mais là également, nous allons refaire peut-être les mêmes demandes et pourquoi pas aboutir à ce qu'on nous fournisse ces moyens roulants. Enfin, j'ai l'intention de rencontrer nos partenaires au développement. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent de tout temps. Je vais solliciter par exemple l'intervention de l'ambassadeur de Chine, dont j'ai souhaité que nous nous voyions dès que possible, pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner. Ils l'ont fait dans le passé, nous accompagner dans ce type de demande, que ce soit des demandes en moyens roulants et des demandes en équipement. Monsieur Brice, nous arrivons presque à la fin de notre entretien. Alors, Radio Congo 61 ans, avez-vous un message particulier à lancer à l'ensemble du personnel? Le message, c'est d'abord félicitations pour l'abnégation au travail. Les conditions, je les ai rappelées tout à l'heure, sont pénibles. J'ai, pour ma part, dans ma feuille de route, la nécessité de faire que vous sentiez une évolution rapide dans les prochains mois pour montrer que le ministre est solidaire, que le ministre est attentif, que le ministre est compassionnel, qu'il comprend. Deuxièmement, ces conditions de travail pénibles, certes, ne doivent pas amener certains d'entre vos collègues à prendre des mesures radicales ou des mesures qui pourraient être contraires à la loi ou à la bonne foi. Vous n'ignorez pas l'existence d'une enquête concernant une dégradation des équipements et matériels, notamment informatiques, qu'a connu Radio Congo il y a quelques semaines. Nous étions à quelques encablures de la campagne présidentielle quand ces événements étaient portés à ma connaissance. Cette enquête qui est menée aujourd'hui par l'ex-DGST et l'actuelle centrale d'intelligence et de documentation, cette enquête est arrivée à son terme. Et donc, ce que je dis, sans rentrer dans le détail de l'enquête et de ses conclusions, j'appelle vraiment chacune et chacun d'entre nous à un esprit de responsabilité. Déjà que l'outil, il est en mauvais état, ou en tout cas en difficulté. S'il faut y ajouter des comportements qui ne seraient pas citoyens et qui ne nous honoreraient pas, on va s'enfoncer dans les problèmes. Et je vous garantis, en tant que ministre, je viens de vous le dire, je le répète une troisième fois, ma feuille de route, c'est de faire que vous sentiez l'implication, la prise en main par la tutelle de toutes les difficultés que vous rencontrez. Et je devrais me comporter dans les prochaines semaines et les prochains mois comme ce chasseur qui va à la chasse et pour laquelle cette chasse, ses collègues villageois l'attendent au village en espérant qu'il va ramener un éléphant assez consistant, que le village se le partage. Je vais me comporter comme ce chasseur, c'est-à-dire faire que pour les médias publics, nous puissions ramener dans notre escarcelle au village, c'est-à-dire le village de la communication et des médias publics, ramener ce gros gibier qui va nous permettre d'améliorer les conditions de travail. Et en espérant que cela, si ce n'est donne de l'espoir à tout le monde, mais en tout cas permette de mieux vivre cette période de vache maigre. Et au-delà de ça, remercier les agents, remercier les techniciens, les journalistes, tous ceux qui concourent à l'exécution de votre mission pour la qualité de vos programmes, la continuité de vos programmes et la satisfaction de nos compatriotes. Parce qu'on ne doit pas vous voiler la face ou vous mentir. Le principal média aujourd'hui qui couvre le territoire national, ce n'est pas la télévision, qui souvent est concentrée dans les grandes villes. Ou alors, quand on l'a à l'intérieur, c'est à travers les paraboles et les bouquets satellitaires, dont je ne rappelle même pas les noms, on les connaît. Mais vous, la radio, vous êtes partout. Ou en tout cas, vous avez vocation à l'être. Là où il y a des petits soucis, c'est les problèmes d'émetteurs qu'on évoquait, qui sont réglés de manière périodique. Mais vous êtes le principal média qui permet à nos compatriotes, notamment à l'intérieur du pays, de se tenir informés de l'actualité nationale et internationale. Et vous faites ce travail dans des conditions difficiles, mais dans des conditions professionnelles. Et pour ça, vraiment, je dis au moins que nous ayons tous la satisfaction que pour vos 61 ans, malgré la dureté des temps,
eh bien, félicitations, vous faites votre travail avec la qualité nécessaire, malgré la modicité des moyens. Monsieur le ministre, merci. Merci.